Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre podcast d'accompagnement d'un cours d'éthique, c'est ça. Salutations d'ailleurs au passage à Gabriel Adam qui écoute les épisodes, en fait il a écouté les épisodes 199 et 200 sur la route entre Gatineau et Québec. Ça doit être une belle aventure, ça, d'écouter un podcast de cours. Salutations aussi, j'ai Kpacha Katanga qui nous écoute sur la route le matin en se rendant au chantier. Voilà, c'est exactement ça que je m'imaginais quand je faisais un podcast. Je me suis dit, ils vont être en stage, ils vont s'en aller sur leur lieu de travail, puis en y allant, ils vont écouter un petit bout de leur cours, pourquoi pas. Aujourd'hui, en studio, écoutez, je suis pas seul. C'est ça qui va se passer aujourd'hui. En fait, c'est la deuxième semaine que j'ai quelqu'un avec moi en studio. En studio, j'ai un de vos collègues de classe. Il s'appelle Alexis Alain. Comment ça va, Alexis? Ça va bien, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir signalé. J'avais envoyé un appel à tous, là, puis vous êtes 2-3 là, à m'avoir fait signe. C'est le fun. Je me sens un peu moins seul dans ma tour. Maintenant, Alexis, tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Je l'ai fait avec Jeffrey la semaine dernière. Je vais le faire avec toi. J'ai lu ta présentation sur les forums, Alexis. Donc, Alexis, finissant au baccalauréat en génie agro-environnemental. Ses champs d'intérêt, entrepreneuriat dans les domaines de l'énergie, de l'efficacité énergétique, des infrastructures agricoles. Pourquoi l'agriculture? Qu'est-ce qui t'attire dans l'agriculture? Qu'est-ce que tu fais dans ce champ? Pour pas faire de jeu de mots, là, ce que je fais dans ce champ-là, en fait, pour moi, l'agriculture, c'est la base, là, c'est ce qui a permis à nos sociétés de se développer. On mange 3 fois par jour. Chaque personne dans l'histoire là, a fait de l'agriculture, donc je pense que... Ouais, c'est exactement pour ça que moi aussi, je suis passé par l'agriculture. Bon, après un stage en entreprise agricole, j'ai compris que j'étais peut-être pas faite pour faire de l'agriculture, mais peut-être essayer de la comprendre, puis de l'enseigner, puis c'est ça, de prendre la science qui tournait autour de ça et moins le terrain, l'appliquer, aller dans le champ au sens propre. Là, c'était plutôt compliqué pour moi. Je regarde aussi tes champs d'intérêt extradisciplinaires. On a sciences sociales, psychologie, développement personnel et liberté financière. Tu parles aussi d'un cheminement de foi, de conversion à la vie chrétienne. C'est intriguant tout ça. Alexis, est-ce que c'est nouveau dans ta vie tout ça, là? Ça fait à peu près 2 ans là, que je côtoie l'église catholique, là, la paroisse Saint-Dominique, dans Montcalm. Saint-Dominique, dans mon camp. Est-ce que tu as vu des parallèles quand on voyait les courants en philosophie morale, l'éthique de la vertu? Est-ce que tu as reconnu un petit peu la plupart des grandes morales religieuses sont inspirées par tout ça? Est-ce que tu as reconnu le mouvement? Ouais, j'ai reconnu le mouvement là, de l'éthique de la vertu, là, tu sais, quand on parlait du déontologisme versus conséquentialisme, puis on a aussi parlé de l'éthique de la vertu. Fait que l'éthique de la vertu, pour moi, c'est vraiment d'essayer d'être la meilleure personne possible en fonction de valeurs là, fondamentales. Oui, les valeurs fondamentales, mais il y a aussi l'idée vous savez, quand j'expliquais l'idée de l'éthique de la vertu, je parlais l'éthique de la vertu, souvent, on va vous dire, le bien, c'est de plaquer son comportement sur une personne qui, elle, incarne ces grandes valeurs que sont la sagesse, la justice. Dans les morales religieuses, il y a ça aussi. Il y a souvent un personnage principal qui, lui, incarne les vertus. Puis après ça, on dit désolé de faire cette analyse un peu froide de tout ça, là, mais il y a ça aussi, là, quand on regarde les grands courants philo-morales, c'est comme ça qu'on en trouve des traces. Il n'y a pas juste ça là, dans Game of Thrones puis dans les séries télé, il y a ça aussi évidemment dans les grandes religions. En conclusion de ta présentation, tu te questionnais sur ta contribution positive dans la société. C'est inspirant, ça? Ouais, je pense que chaque personne... tu sais, d'ailleurs, dans mon cheminement philosophique au cégep, là, beaucoup dans ce qui était philosophie de l'être humain, là, je me suis questionné sur la place de l'être humain dans le monde, là.
Fait que chaque personne, j'ai l'impression, là, a envie de contribuer positivement là, à un monde meilleur. Fait que Ouais. Ouais. Ben, c'est bien de se le rappeler parce que c'est ça, souvent, des fois, on oublie ces grandes valeurs-là associées à la science. Là. Et la plupart d'entre vous, vous êtes engagés dans un parcours en sciences et génie, pas juste pour triper sur les maths, mais aussi pour changer le monde, modifier le monde, fabriquer un monde meilleur. Il y a des valeurs qui sont associées à ça, puis des fois, ben, ça prend quelqu'un comme vous dans une discussion comme ça là, pour nous le rappeler. On n'est pas juste là pour résoudre des problèmes de maths ou de génie électrique. Là, je voyais votre feuille là, rougie tout à l'heure où il y avait des circuits électriques. Ben, on n'est pas juste là pour ça, mais ça contribue contribuer au bien commun. Ça fait partie aussi des idéaux en sciences et génie. Ben, merci d'être là en studio, Alexis, aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. OK, aujourd'hui, on va aborder un des problèmes d'éthique les plus fréquents dans l'exercice de la profession, en fait, dans le monde du travail. C'est partout, ça va être répété, vous allez l'entendre. Je parle de conflit d'intérêts. Donc ça, cette expression-là, conflit d'intérêts, c'est là, on en entend parler. Puis là, autour de vous, là, on va parler, conflit d'intérêts, c'est quoi? Je le sais pas. Mais il y a apparence de conflit d'intérêts. Là, on glisse, là. On dit, il y a apparence ouais, mais il y a apparence de quoi, là? Si on veut savoir s'il y a apparence, faut savoir s'il y a conflit d'intérêts. Je pense que déjà de le définir, ça va aider de clarifier un petit peu les choses. Puis je vais t'aider à trancher un peu aujourd'hui, Alexis. Donc, typiquement, en situation de conflit d'intérêts, moi, je le décrirais entre une opposition entre deux pôles. Il y a un conflit. Fait que nécessairement, il y a deux pôles. Le premier pôle, je dirais, c'est ton intérêt personnel. Puis là, par intérêt personnel, il faut étendre ça à l'intérêt, pas juste de toi, là, mais de tes proches, de tes semblables, tes alliés, ta gang. Hein? Ça peut être étendu. Au moment donné, ça devient le public en général, puis là, c'est trop large, là, mais ça, l'intérêt personnel légèrement étendu, c'est ce qu'on va vouloir dire par intérêt personnel. Puis ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, ben, c'est les intérêts autres, qui sont souvent des intérêts associés à ton rôle chez ton employeur ou qui sont associés à ta profession. Puis dans votre cas, ben ça va être justement ton rôle, c'est quoi? Ben c'est protéger le public, contribuer au bien commun, la paix sociale, c'est tout ça. Donc typiquement là, on a ce genre de conflit-là. Est-ce que tu as des exemples de conflits d'intérêts en tête lorsque je t'explique cette tension-là? As-tu un exemple? Oui, un exemple qui me vient en tête, là, c'est l'exemple dans la réserve centrale des États-Unis. La Federal Reserve, Nancy Pelosi, qui siège à cette réserve de la Banque centrale des États-Unis, a souvent des insiders avant même que les actions prennent de la valeur. Elle va investir dans ces actions-là. Puis ensuite, la Banque centrale va, investir massivement là, dans les marchés boursiers. Puis la valeur de ces actions vont fluctuer vers le haut là, très rapidement. Ben, très bel exemple. Très bel exemple, puis on va voir en cours demain, mais aussi dans ce podcast-là, je vais prendre le temps de bien définir le conflit d'intérêts, puis cet exemple-là, ben ça répond exactement au conflit d'intérêts. Puis ça, c'est important, là, si on veut être capable de résoudre un problème, il faut au moins savoir c'est quoi le problème. Donc si je vous dis on va résoudre c'est quoi un conflit d'intérêts, mais d'abord une définition. Puis ensuite, ben, on va voir l'exemple de Pelosi. Est-ce que ça correspond à la définition? Puis si ça correspond, ben, ça va pouvoir permettre de passer à une autre étape qui est de résoudre le conflit d'intérêts. Mais c'est sûr que si on refuse de voir qu'il y a conflit d'intérêts, ça va être dur de le résoudre. Voilà. Donc, on va se servir de cet exemple-là. Je vais en avoir d'autres en tête là, pendant mes explications. Mais vous allez voir que, puis en ce moment, là, vous qui écoutez le podcast en ce moment, vous aussi, je vous invite à peut-être appuyer sur pause, puis formuler dans votre tête un exemple de conflit d'intérêt pour l'avoir en tête, pour voir si ça correspond à la définition que je vais vous donner. Puis je dirais qu'au cœur, les enjeux éthiques qui sont au cœur du conflit d'intérêt, c'est cette tension-là, je l'ai dit, entre l'intérêt personnel puis je dirais les intérêts autres, l'intérêt public. Mais ce qui est au cœur, c'est l'idée de sacrifier
ses propres intérêts personnels au profit des intérêts autres. Puis ça, c'est le geste moral qui sera peut-être le plus difficile puis qui est au cœur du conflit d'intérêts, sacrifier les intérêts personnels. On y tient parce que justement, c'est personnel, ça nous concerne. Mais au cœur du conflit d'intérêts, quand on va vous demander de poser un geste, c'est souvent le geste de sacrifier votre intérêt personnel au profit d'intérêts autres. Puis à ça, j'ajouterais que cette difficulté-là à sacrifier l'intérêt personnel, c'est délicat, pis je pense que c'est humain aussi, puis ça aussi, il faut reconnaître que nous sommes humains, donc on a des failles, puis parmi les failles, on a tendance, je dirais, à privilégier notre propre intérêt personnel. C'est sûr que si on vous met dans une situation où on vous demanderait de sacrifier vos avantages, vos privilèges, non seulement vos avantages personnels, mais les avantages de vos profs. Non, ça, vous allez les sacrifier. Les avantages de vos proches, vos alliés, vos semblables, votre clan. Écoute, ça, c'est fort là, dans la culture populaire, là, l'idée que on est prêt à sacrifier tout, mais pas notre clan, pas nos amis, pas nos familles, pas notre famille, disons. Quand on regarde dans la culture populaire, les séries télé, Game of Thrones, je l'ai en tête, Walking Dead, je sais pas si vous avez écouté ça, Last of Us, Hunger Games, pensez à n'importe quelle de ces séries-là, c'est pas rare qu'on voit une situation où les personnages centraux vont avoir à sacrifier. Est-ce que je sacrifie mes proches ou est-ce que je sacrifie le reste de la société? Puis c'est souvent la société qui va écoper. C'est pas vrai qu'on va m'empêcher de protéger ma femme, mes enfants, mes proches, mon clan, ceux qui font partie de ma famille étendue. Puis ça, c'est fort, c'est puissant. Faut le reconnaître. Parce que dans une situation de conflit d'intérêts, on va vous dire, tu sais quoi? Faudrait peut-être que tu sacrifies tes proches, tes intérêts personnels au profit d'intérêts autres. On peut pas juste parler du conflit d'intérêts là, sans bien placer au cœur de tout ça là, ce genre d'enjeu-là. Puis je le disais, c'est partout dans la culture populaire, défendre sa famille, son clan. Puis c'est peut-être ce qui nous touche dans ces histoires-là. Là, on se reconnaît là-dedans. C'est normal. C'est normal de vouloir défendre ses intérêts personnels, sauver sa peau. Sauver sa peau. Sauver la peau de celles et ceux qui nous sont chers. Et pourtant, votre ordre professionnel, Alexis, va vous demander le contraire. Puis c'est ça qu'il faut être. Si on veut parler du conflit d'intérêts, il faut reconnaître ça. Votre ordre professionnel va vous demander le contraire. Il va vous demander de sacrifier une partie au moins de vos intérêts personnels au profit de l'intérêt public. C'est ça là, que depuis le début du cours, je vous dis protéger le public. Ben oui, c'est sûr. Je vais protéger le public. Je suis là pour ça. Ouais, mais et si ça exigeait des fois de sacrifier votre intérêt personnel? Seriez-vous capable de protéger le public? Puis c'est peut-être ça qui est au cœur du conflit d'intérêts. D'ailleurs, vos professions vont pas parler toujours explicitement du conflit d'intérêts. Des fois, oui, là, mais c'est souvent le mot désintéressement que vous allez voir dans vos codes de déontologie. Désintéressement, ça veut pas dire que ça vous intéresse pas, là. Ça veut juste dire que on va essayer de prendre une certaine distance par rapport à nos intérêts personnels, poser peut-être ce geste noble mais difficile, sacrifier son intérêt au profit de l'intérêt autre, de l'intérêt public. Donc choisir consciemment ou non, là, mais choisir de prendre une certaine distance par rapport, encore une fois, à ses propres intérêts personnels, puis sinon les intérêts de ses proches alliés. Puis toi, Alexis, est-ce que tu serais capable de sacrifier ton intérêt personnel au profit des intérêts autres? Ben, j'imagine que c'est pas toujours aussi simple que ça. Puis il y a des situations où ça doit être déchirant de dire par exemple, ma famille va devoir en écoper, puis il faut que je prenne cette décision-là. Oui.
Puis on a ça dans les TP1, là, ce genre de tension-là où on a un personnage qui doit sacrifier. Ben là, c'est sûr que si je parle, ben je sacrifie un petit peu mon succès professionnel. Je vais mettre mes patrons à dos. Je risque de perdre mon emploi. Puis là, on me fait pleurer avec ce genre de tension-là. Ouais, mais c'est aussi peut-être ça, le geste moral et professionnel demandé, des fois, sacrifier une partie de ça. Prendre le risque de corrompre un peu ses relations avec la partie patronale. C'est sûr que ce genre de geste-là, ça demande du courage, justement, parce que ça risque de vous les mettre à dos, des fois temporairement, si c'est bien joué, parfois plus longuement, parfois ça se peut que ça se traduise par un congédiement, mais je vous rassure, là, le taux d'employabilité, ça va bien dans vos dans vos différentes professions, mais c'est exactement ça. C'est à votre échelle, c'est ça. C'est choisir l'intérêt public et sacrifier des fois son intérêt personnel. Puis ça peut prendre différentes formes. Je vous en donné une forme. Ça peut prendre d'autres formes, mais le cœur de tout ça, c'est ça. Je suis dans une situation où je me dis, faut que je sauve ma peau. Ouais, ben c'est sûr que c'était pour mourir, sauve ta peau. Mais c'est pas toujours ça, là. Il n'y a pas toujours danger de mort. Puis des fois, c'est sacrifier une partie de ses intérêts personnels. C'est ce qu'on vous demanderait de faire. Puis le module 9, Alexis, le module 9, c'est exactement ça. C'est le conflit d'intérêts. Puis on en parle parce que c'est fréquent. Puis à un moment donné, j'étais tanné. C'est un module que j'ai complètement ajouté au cours, là, parce que à toutes les fois que je disais que je donnais un cours d'éthique, quand je croisais mes étudiants plus tard, ils me disaient « Ah, le conflit d'intérêts, on n'en a pas parlé. » Ah, c'est vrai. Comment ça fait qu'on n'en a pas parlé? Pourtant, c'est là. Fait que ce module-là est là pour ça, pour vous aider à identifier un conflit d'intérêts, à comprendre la mesure de la difficulté de résoudre un conflit d'intérêts, puis au passage, peut-être vous donner quelques pistes de solutions, parce que ça aussi, ça en fait partie. Mais je dirais que la plus grande difficulté, c'est de reconnaître un conflit d'intérêts. Donc, avoir une définition claire en tête pour voir, écoute, moi, je suis-tu en conflit d'intérêts ou je suis pas en conflit d'intérêts? Puis ça serait quoi un conflit d'intérêts? Puis une fois qu'on a la définition, ben une fois qu'on a une définition, puis je vous invite à faire la même chose dans votre cours. Si je vous dépeins une situation, puis je vous dis, est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Ben l'équation est assez simple, là. C'est quoi la définition qu'on a vue en classe? Puis est-ce que ça correspond à la définition? Puis si ça correspond, ben c'est un conflit d'intérêts, point. Puis ensuite, on verra s'il faut le résoudre ou non. Mais c'est ce que je vous réserve, je dirais, pour le cours. Puis, entre autres, ça va vous permettre de passer à d'autres choses que l'apparence de conflit d'intérêts, parce que souvent autour de moi, quand j'entends parler de conflit d'intérêts, on va dire, ben il y a apparence de conflit d'intérêts. Puis ça, c'est une autre façon de dire, je le sais pas. Je ne sais pas c'est quoi un conflit d'intérêts, mais il y a apparence de quelque chose de louche, là. En tout cas, c'est ce qu'on tente de nous dire. Puis à un moment donné, ben ça prend un peu de rigueur intellectuelle là, de dire, ben y a-t-il apparence? Mais il y a apparence de quoi, là? Un conflit d'intérêts, c'est quoi? Si effectivement il y a un conflit d'intérêts, ben on conclut qu'il y a conflit d'intérêts, puis on va le résoudre. Puis si on conclut qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, ben on va dire, ben il n'y avait qu'apparence de conflit d'intérêts, donc on n'a pas à le résoudre. Hein? C'est un peu ça, là. Donc ça prend un petit peu de rigueur là-dessus. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, vas-y, saute dans le bain, vas-y. Oui, j'ai un autre exemple qui me vient en tête quand on parle de ça. Pour la mise en contexte, là, j'ai un collègue qui travaille pour une firme d'ingénierie. Puis il y a un gros projet qui est en train d'être développé ici à Saint-Nicolas, le projet Lévis. Puis normalement, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des appels d'offres pour, par exemple, tout l'aspect énergétique, l'aspect civil pour ce genre de projet. Puis je me questionnais par rapport à, c'est qui va être impliqué dans ce projet-là au niveau des analyses énergétiques. Je posais plein de questions, autour de moi. Puis à un certain moment donné, j'ai réussi à avoir l'information. Mais cette information-là était privilégiée, elle venait de l'intérieur d'une firme d'ingénierie qui avait aussi appliqué sur le projet au niveau énergétique. J'ai eu accès à cette information-là, mais est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Personnellement, pour moi, considérant que je travaille pas pour cette firme-là, de pouvoir savoir la firme ou la personne qui va faire ces analyses-là. Mm-hmm. Ben, c'est intéressant. Puis la définition que je vais vous donner, ça va vous permettre de résoudre
ce genre de problème-là. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a un intérêt personnel, mais c'est quoi les autres composantes du conflit d'intérêt? C'est ce que je vais vous donner avec une définition un petit peu plus explicite. Là, j'ai pris une définition d'un juriste qui s'appelle Michael Davis, qui lui, souvent, quand on arrive devant un juge, parce qu'un juge, ça y prend un conflit, une définition plus claire et explicite de c'est quoi un conflit d'intérêt, puis c'est quoi le problème. Puis c'est souvent ce genre de définitions-là qui sont mobilisées, je dirais, devant un juge. Puis dans cette définition-là, il y a 3 composantes. Puis c'est ces composantes-là que je t'invite à avoir toujours en tête pour savoir s'il y a conflit d'intérêt. Si tu es en conflit d'intérêt, ça prend ces 3 composantes-là. La première composante, c'est l'élément de jugement. Donc, la question, c'est est-ce que je suis en train d'exercer mon jugement ou est-ce qu'éventuellement j'aurai à exercer mon jugement? Ça, c'est le premier ingrédient, c'est-à-dire que on vous confie souvent des tâches exigeantes dans l'exercice de votre profession, dont exercer un jugement, qu'on souhaite que ce jugement soit objectif, rigoureux, neutre, renseigné, non biaisé. Mais au cœur de tous ces qualificatifs-là, il y a la question du jugement. Je le disais au cours précédent, là, où on voyait le jugement. Le jugement, c'est ça. C'est regarder une situation puis décider est-ce que c'est quoi la décision la plus juste, la plus vraie, la meilleure. Puis ce genre de tâches-là, vous êtes souvent dans des rôles délicats où on vous demande d'exercer un jugement. Puis à ce moment-là, on veut que notre jugement soit fiable, soit neutre, soit objectif. Puis on y reviendra là. Parce que justement, ça peut, en situation de conflit d'intérêt, c'est ça qui peut être influencé, là, c'est le jugement. Le deuxième ingrédient, c'est l'élément de confiance. Donc, il y a quelqu'un, à quelque part, qui vous fait suffisamment confiance pour vous dire, tu vas exercer un jugement à ma place. Donc, souvent dans l'exercice de votre profession, vous avez des compétences, de l'expérience, une maîtrise d'une partie de la science qui vous permet d'exercer un jugement dans certaines conditions. Puis il y a des personnes qui n'ont pas votre science, votre connaissance, votre expérience, vos compétences pour exercer ce jugement-là, puis on va vous faire confiance pour exercer un jugement à notre place. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient. Le premier, c'est le jugement. Vous êtes en train de juger ou vous vous préparez à juger. Le deuxième, il y a une personne qui vous fait suffisamment confiance pour vous demander d'exercer un jugement à sa place. Puis le troisième, c'est un intérêt personnel. Ça, c'est le troisième ingrédient. Puis il va être en interaction avec les deux autres. Il y a un intérêt personnel qui, lui, pourrait influencer l'exercice de votre jugement. Cet intérêt personnel-là, il pourrait affecter votre jugement que vous souhaitez neutre, objectif, froid. Ben là, tout à coup, on a un intérêt personnel qui peut influencer l'exercice de votre jugement. Votre jugement serait un petit peu biaisé, serait un petit peu influencé par cet intérêt personnel-là. Puis s'il est trop biaisé ou influencé, ça se peut que ça nuise à la décision que vous êtes en train de prendre au profit de la personne qui vous faisait confiance. Donc, la personne vous faisait confiance pour exercer un jugement parce qu'elle se disait, ben, son jugement, il est neutre, il est informé, il est compétent, expérimenté. Puis vous, ben, à cause d'un intérêt personnel, votre jugement serait légèrement biaisé, influencé, puis dans certains cas, carrément vicié là, par un intérêt personnel. Puis, selon cette définition-là, ben, si on a les 3 ingrédients, on a un conflit d'intérêt. Donc, c'est ça les 3 ingrédients que j'aurais en tête, que j'ai envie de vous transmettre pour vous aider à détecter un conflit d'intérêt. Donc, l'exemple que tu me donnais un peu plus tôt avec Nancy Pelosi, je vais prendre cet exemple-là. Mm-hmm. Ben, l'exemple de Nancy Pelosi est intéressant. On la met dans une situation telle qu'on lui dit, tu vas prendre les décisions pour un pays. On fait confiance à ton jugement, on t'a élu pour ça. Ton jugement, ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus neutre et objectif et rigoureux et compétent possible pour servir les intérêts ou l'intérêt public. Et toi, tu te sers de ce rôle-là, puis tu as des intérêts
privés, personnels, là, tu peux faire des investissements, ça va servir son portefeuille, là. Ouais. Est-ce que ces intérêts-là peuvent biaiser ton jugement? Est-ce que cet intérêt-là pourrait nuire à la relation de confiance qu'on a avec toi? On te fait confiance. Donc, vous voyez, là, c'est comme ça que les trois ingrédients interagissent. On lui fait confiance pour exercer un jugement à notre place. Et elle, ce qu'on craint, c'est que ses intérêts personnels influencent sa prise de décision, puis ultimement, qu'elle se serve de son rôle pour ses propres intérêts personnels. On veut pas ça en politique. Non, c'est clair. Pas comme si on avait d'autres exemples en tête en politique en ce moment, là, de personnes qui semblent là quasiment pour servir leurs intérêts personnels. Écoutez, la situation aux États-Unis, c'est quelque chose. C'est comme si ça fait perdre un petit peu de la valeur à ce que je vous dis en ce moment. Là, c'est ça, là, c'est que la relation de confiance est en train de pas de s'effriter, mais de se briser. Là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces personnes-là sont là pour servir sont dans des conflits d'intérêts constants. C'est comme si la notion même de conflit d'intérêts n'était plus importante, tellement elle est là, elle est présente. Donc voilà. Donc, mais pour l'instant, ce que je veux vous garder en tête, c'est ces trois ingrédients-là. T'allais ajouter quelque chose, oui? Ouais, ben ce que je me demande, c'est est où la limite vraiment à servir ses intérêts ou ses motivations ou ses ambitions, puis dépasser la limite de les intérêts que je sers ou mes ambitions personnelles vont être nuisibles pour la société en général. Oui, puis c'est intéressant que vous parliez de cette question-là de limite parce que la question du conflit d'intérêts, souvent, ça se passe dans un spectre. Là. C'est-à-dire que, évidemment, on est conscient que la personne sert ultimement ses intérêts personnels. Mais quand on la place dans une situation telle où on veut qu'elle serve d'autres intérêts, les intérêts publics, on le souhaite qu'il y ait un équilibre qui soit là. C'est-à-dire qu'elle est surtout là, dans son rôle pour protéger le public et non pas servir ses intérêts personnels. Puis ça va se promener dans un spectre, c'est-à-dire qu'idéalement, on souhaite, dans votre rôle, ceux qui encadrent votre rôle souhaitent que l'aiguille soit plutôt du côté de l'intérêt public. Vous êtes là pour ça, on vous a engagé pour ça, vous allez avoir une bague pour ça, on vous embauche dans ces rôles-là pour ça. Mais évidemment, on est conscient que la personne peut être tentée de servir ses intérêts personnels. Mais ce qu'on veut surtout pas, c'est que ça passe complètement de l'autre côté, que la personne est juste là. La personne est ingénieure seulement pour servir ses intérêts personnels puis s'enrichir. Voyons donc, elle est pas juste là pour ça. Elle a un peu pour ça. Mais si elle est juste là pour ça, on a un problème, je dirais, dans notre système. Donc, 3 ingrédients. La confiance. Non, mais tiens, ça va être notre indice. On va laisser un petit silence. Donc, l'indice de la semaine, Alexis, ça va être les 3 ingrédients du conflit d'intérêts. Est-ce que tu peux me nommer ces 3 ingrédients? Oui, donc numéro 1, le jugement. Numéro 2, la confiance. Et numéro 3, l'intérêt personnel. Voilà. 3 ingrédients. Voilà, c'est juste ça que ça prend pour reconnaître un conflit d'intérêts. Maintenant, t'es bon, Alexis. Tu peux reconnaître un conflit d'intérêts. Si quelqu'un dit, ça c'est un conflit d'intérêts, Nancy Pelosi c'est un conflit d'intérêts, la situation que tu me dépeignais un peu plus tôt, là il y a un conflit d'intérêts, t'es capable de dire, est-ce qu'il y a conflit d'intérêts dans cette situation-là? T'es même capable de dire, est-ce qu'il y a un gros conflit d'intérêts ou un petit conflit d'intérêts? Puis, gros, petit, là, ça va varier en fonction de dans quelle mesure l'intérêt personnel peut ou non influencer ton jugement. Donc, si les intérêts personnels sont très grands, la pression est très grande, ça se peut que ça influence grandement l'exercice de ton jugement. On va parler des petits cadeaux en classe, là. Vous savez, recevoir un petit cadeau. Des petits cadeaux. Petit cadeau, ça influence un petit peu ton jugement. C'est tout. Puis tu souhaites que ton jugement soit le plus neutre et objectif possible, sache-le. Un petit cadeau, ça influence un petit peu ton jugement. Donc, ce serait un petit conflit d'intérêts parce que ça peut influencer un petit peu ton jugement. Puis si ça fait 3, 5, 10 ans que tu reçois de beaux petits cadeaux à tous les 2 semaines, ça commence à faire un beau petit magot qui influence un peu, sinon carrément, l'exercice de ton jugement. Il y a un autre exemple qui me vient en tête. Vas-y, Alexis. Par rapport aux petits cadeaux. Je nommerai pas de nom, mais je connais... Non, on nomme pas de nom.
J'ai une connaissance qui est un entrepreneur là, qui investit dans l'immobilier, puis lui il fait des rénovations dans ses immeubles. Ben oui. Puis pour avoir accès à des prêts hypothécaires là, de la banque, il fait faire des soumissions par des entrepreneurs généraux. Puis il leur achète souvent une bonne bouteille de vin avant même de leur faire la soumission là. Ben oui. Fait que ça a une valeur monétaire, une équité. Puis ensuite, il fait par lui-même les rénovations. Là. Fait qu'au lieu de payer l'entrepreneur, là, il le fait par lui-même. Fait que en parlant de petits cadeaux, là, ça me faisait penser à ça. Là. Ben, c'est pas pour rien qu'on parle dans le milieu de pot de vin, parce que une petite bouteille de vin, ça arrive vite, là. Fait que, puis le but, c'est de sortir un petit peu de l'arbitraire, là. Dans certaines professions, dans certains milieux de travail, on va vous dire, ben, au-delà de 100 $, c'est mal, puis en dessous, c'est bien. On se promène pas dans ces eaux-là, dans le cours, là. C'est pas bien mal, là. C'est un spectre. Puis, si tu reçois des bouteilles de vin pendant 10 ans, ça influence ton jugement, là. Si t'en reçois une, puis tu l'acceptes, ça va influencer un petit peu ton jugement sur le prochain contrat que tu vas avoir avec la personne qui t'a donné la petite bouteille de vin. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une situation de risque. Puis le risque, c'est quoi? C'est que ça influence ton jugement. Puis parfois, ben, tu peux prendre un très grand risque à force de voir des gestes comme ça qui influencent carrément ton jugement. Puis, ben, c'est à toi de jauger aussi le risque, parce que le risque aussi, c'est de se mettre dans l'embarras, commettre des fautes. Pourquoi? Ben, parce que là, l'intérêt privé ou personnel a pris tellement de place que tu as oublié tes obligations professionnelles ou ton rôle associé ou des devoirs, obligations associées à l'exercice de ton travail, sinon de ta profession. Donc, c'est ça qui est au cœur du conflit d'intérêts. Puis si on a ce genre de conflit d'intérêts, comment on peut gérer ça, Alexis? En fait, dans l'enregistrement de cours ou dans le cours demain, est-ce que tu vas être là en classe demain? Oui, je vais être là en classe demain. Bon, on va voir un petit peu plus longuement là, les différentes pistes de solutions pour gérer ces conflits d'intérêts-là, parce que une fois qu'on a reconnu un conflit d'intérêts, c'est ça l'étape qui suit, là. C'est-à-dire qu'on va arrêter de dire que c'est pas un conflit d'intérêts, on va juste reconnaître que c'est un conflit d'intérêts, puis maintenant, comment on va le gérer. Si on revient aux petites bouteilles de vin, ben c'est un petit conflit d'intérêts. Comment on va gérer ça, ces cadeaux-là? C'est ça l'idée, là. Comment on peut gérer ça? Nancy Pelosi, c'est un conflit d'intérêts. Comment on va gérer ça? Il y a Mark Carney cette semaine qui il y a justement une sortie sur le conflit d'intérêts. C'est là il y a des intérêts privés, lui. Il y a des actions, il y a des comment on va faire? Là? Il est dans une situation telle qu'il peut se servir de son rôle pour servir ses propres intérêts personnels. Comment on va faire pour gérer ça? Parce que ça, en politique publique, c'est toujours là. On a des personnes qui sont souvent stables financièrement, qui se retrouvent dans ces rôles-là. Ils ont des actions, ils ont des amis, comment on fait pour qu'ils soient là pour les bonnes raisons, qu'ils soient pas là juste pour servir leurs propres intérêts personnels. Puis il y a des façons de gérer ça. Entre autres, on va voir des fiducies sans droit de regard, c'en est un peu là pour des personnages politiques comme ça. Ce qu'on va suggérer, je ne sais pas si c'est ce que Pelosi a fait, mais habituellement, on leur dit, pendant que tu es au pouvoir, tous tes avoirs seront gérés par une fiducie sans droit de regard, c'est-à-dire que c'est d'autres qui vont s'occuper de tes affaires. Tu ne sauras plus ce qui se passe dans tes affaires personnelles, dans tes avoirs. On va confier ça à des gestionnaires de portefeuille puis tu n'as plus le droit d'avoir des liens avec cette personne-là, de savoir ce qui se passe dans ton portefeuille pour éviter que tes propres décisions soient influencées par tes intérêts personnels. Est-ce que c'est parfait? Ben non. Mais à un moment donné, si on veut avoir ce genre de personnes-là dans l'arène politique, faut être prêt à dire ça se peut qu'ils servent un petit peu de ses intérêts personnels, mais on veut pas non plus qu'ils soient juste là pour servir ses intérêts personnels. Donc, c'est ce qu'on va voir en cours demain. Qu'est-ce que tu allais ajouter, Alexis? Ouais. Ben, si je me trompe pas, là, je pense que dans le cas de Nancy Pelosi, ses avoirs personnels sont transigés là, par l'intermédiaire de son mari. Donc là, ça vient amener un conflit d'intérêts là.
Ben, si c'est son mari, ça reste un conflit d'intérêt, parce que là, on a vu que l'intérêt personnel, c'est pas juste l'intérêt personnel de Nancy Pelosi, c'est Nancy Pelosi et son entourage et ses proches. Puis il faut aller quand même assez large là, pour voir l'intérêt personnel. Puis si c'est son mari, ça marche pas. Ça devrait être la famille, le couple qui dit, ben là, nos intérêts, pendant que je suis au pouvoir, d'autres vont s'occuper bien. Il y en a qui font très bien ça, beaucoup mieux que moi, certainement, qui vont gérer mes affaires personnelles pendant que j'occupe ce genre de position. Si on vient à, je sais pas, un exemple en ingénierie, par exemple, si on prend un ingénieur mécanique, si la personne est dans une position telle qu'il doit choisir des soumissionnaires, puis c'est lui qui s'occupe là, de l'achat, là, donc on fait un appel d'offres, puis on s'en va en contrat. Puis tout à coup, parmi les soumissionnaires, ben il y a un ami, ben, il y a un ami. Sur les soumissionnaires, ça se peut que tu choisisses sa soumission parce que c'est un ami. Non, c'est un conflit d'intérêt. Puis c'est un conflit d'intérêt parce que tu vois bien que ça répond à la définition qu'on s'est donnée. J'ai un intérêt personnel, je pourrais aider cet ami-là. Mon rôle me demande de servir d'autres intérêts. Il y a quelqu'un qui me fait confiance pour choisir le meilleur soumissionnaire et non pas juste choisir mon ami. Donc là, une personne qui me fait confiance pour exercer un jugement à sa place. J'ai un intérêt personnel, donc il y a un conflit d'intérêt. Maintenant, on va essayer de le gérer prudemment. Puis ça, on va voir ça dans la dernière heure du cours demain. Puis tiens, je me permets déjà, là, ça fait quand même un bout que le podcast avance. Là, je vais juste les nommer, les pistes de solutions qu'on va voir en classe. La première, c'est éviter le conflit d'intérêt. C'est peut-être la plus simple. Si vous voulez pas avoir de problème de gestion de conflits d'intérêts, évitez les conflits d'intérêts. Mais en même temps, c'est comme de dire à quelqu'un, si tu veux pas avoir, t'as des problèmes en maths, si t'es pas bon en maths, ben fais pas de maths. Ben des fois, faut en faire des maths. Là. Fait que c'est pas la meilleure solution. Des fois, on peut pas les éviter, les conflits d'intérêts, puis ça prend d'autres pistes de solutions de gestion pour gérer un problème qui est difficilement évitable. Là. C'est rare qu'on va se retrouver on finit par connaître beaucoup de monde, on finit par avoir des relations interpersonnelles avec plusieurs personnes. Donc, comment on va faire pour gérer malgré tout ces situations-là? Puis ça donne bien, il y en a plein des pistes de solutions. Qu'est-ce que tu allais dire? Ouais, c'est ça. L'été dernier, j'ai été sur un chantier, puis je me souviens, là, il y avait, plus techniquement, là, il y avait un bassin de rétention d'eau à construire, puis mon chargé de projet, là, parce que j'étais assistant, lui, a fait faire des soumissions à plusieurs personnes, puis une de ces personnes-là, c'était un ancien collègue avec qui il avait travaillé là 10 ou 15 ans. OK. Puis au final, on est allé avec cette soumission-là, mais j'ai l'impression que la personne qui a accepté de soumissionner sur le contrat le fait vraiment pour dépanner là, parce que c'était un ouvrage assez technique. Donc peut-être qu'ils se sont mis un peu dans l'embarras là, financièrement pour dépanner un ancien collègue. Est-ce que ça pourrait être un... Ben oui, je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a une situation, il y a un ami. Est-ce que, dans le fond, c'est ça, là. Est-ce que le jugement de cette personne-là peut être influencé par le fait que c'est un ami, le soumissionnaire? Ça se peut que, au lieu de le prendre, ça se peut qu'il refuse de le prendre pour éviter que ça nuise à sa réputation. Vous voyez un petit peu Ouais. Ben oui, donc c'est pas la seule façon. Là. Ça pourrait être une façon mais ça fait mal au portefeuille de l'ami en question. Mm-hmm. Donc il y a d'autres pistes de solutions. Se départir de l'intérêt en conflit, c'en est une. T'sais, on va mettre l'ami de côté, mais c'est pas la seule. Des fois, ça pourrait être aussi de déléguer l'exercice du jugement. On pourrait se dire, ben moi je pense que mon jugement est biaisé un peu. Écoute, ça fait 15 ans que je l'ai pas vu là. C'est pas comme si on était les meilleurs amis du monde. Si on était les meilleurs amis du monde, ça ferait pas 15 ans qu'on s'est pas vu. Donc, mais je le vois que ça peut influencer un petit peu mon jugement ou je crains de la perception des autres. Ça se peut que les gens le sachent, ça. Puis je veux pas que ça nuise à la relation de confiance, donc je me retire de la décision. Je vais laisser la décision. La décision sera prise, donc le jugement sera exercé par quelqu'un d'autre. Ça peut se faire. Donc, on a parlé d'éviter. Divulguer, c'est une autre piste de solution. Ben, le dire déjà, là. Si vous pensez que vous êtes en conflit d'intérêts, dites-le autour de vous. Là. Votre patron vous confie une tâche, puis c'est de choisir les 5 soumissionnaires. On pourrait juste dire au patron, il y a un des soumissionnaires que je connais. Au moins, ça donnera la chance au patron de vous dire, c'est pas grave, là, je te fais confiance. Ça se peut. Si c'est dans le privé, c'est ses affaires. Là. Si ça y dérange pas que vous fassiez affaire juste avec des amis, ça se peut. Là. Mais dans le public, ça pourrait être plus problématique. Là. Vous êtes pas juste là pour
donner des contrats à vos amis. Vous êtes là pour donner les contrats aux meilleures personnes. Et les meilleures personnes, c'est qui? Ben, c'est ceux qui seront les plus avantageux, autant monétairement que pour les compétences pour le public. Donc, divulguer, le dire. Délester. Nancy Pelosi, délestage, là, c'est un peu ça, là, se départir de son portefeuille boursier, parce que là, ça peut influencer. Donc, le but, c'est pas qu'elle se départisse de son portefeuille boursier. Ça serait un peu fou de lui demander ça, mais au moins de confier ça à quelqu'un d'autre, là. Pendant ce temps-là, je n'aurai plus de mes intérêts personnels en conflit. C'est pas idéal, encore une fois, mais ça peut se faire. D'autres pistes de solutions qu'on va voir, superviser, assurer que il y a une personne externe peut-être qui observe votre jugement en cours, qui pourra valider l'exercice de votre jugement en cours. Vous pourriez dire, je pense que mon jugement est biaisé, mais je vais me faire accompagner par quelqu'un d'autre qui, son jugement n'est pas biaisé, ou lui, son jugement n'est pas biaisé. Parce qu'éventuellement, si vous n'êtes pas capable de mettre en place ces pistes de solutions qu'on va voir en classe puis que je viens de vous lister, la dernière mesure, c'est la sanction. Alexis, c'est-à-dire que la sanction en matière de conflit d'intérêts, ça se passe toujours quand on n'a pas été capable de le gérer prudemment. C'est souvent dans ce contexte-là, la personne a commis une faute. Et pourquoi elle a commis une faute? Parce qu'elle a décidé de privilégier ses intérêts personnels. Puis là, ça vient souvent un facteur aggravant, là, c'est-à-dire que le professionnel, non seulement il s'est trompé dans son jugement, mais son jugement, il s'est trompé pas de bonne foi. Là. Il s'est trompé parce qu'il a décidé de mettre ses intérêts personnels en premier. Donc, non seulement il a commis une faute, mais il a fait cette faute parce qu'il s'est mis dans une situation pour privilégier ses intérêts personnels, alors qu'on lui demande de protéger le public. Dans ce cas-là, je pense que l'omission, de ne rien faire par rapport à la situation peut aussi être une faute ou peut être sanctionnée. Oui, dans certains cas, faudrait voir. Est-ce que vous aviez un cas en tête, l'omission? Pas particulièrement, là, mais je pense que... l'omission d'agir, ça peut être... des fois, ça peut être le cas, là, mais ici, ça pourrait être refuser d'exercer son jugement, c'en est un. Là. Surtout si on a l'impression que notre jugement est biaisé, de dire, dans cette situation-là, moi, c'est pas vrai, là, mon jugement, il est trop biaisé, je suis trop en conflit d'intérêts, c'est trop un ami proche. Écoutez, j'ai passé mes vacances avec cet été, là, c'est pas vrai que c'est moi qui vais exercer mon jugement, c'est sûr que mon jugement est biaisé, là. C'est mon enfant. Est-ce qu'on l'embauche ou pas, mon garçon? C'est sûr que je vais vous dire oui, c'est mon garçon. Il est beau, il est fin, il est intelligent. C'est pas moi qui va prendre cette décision-là. Puis même ce que je fais là en ce moment, le divulguer, ça peut influencer la prise de décision des autres. Ils vont savoir que c'est mon garçon, fait que là, ils deviennent biaisés. T'sais. Dans un cas comme ça serait la façon la plus prudente, c'est, écoutez, il y a un candidat là, qui se prépare à postuler. Je suis en conflit d'intérêts. Je vous dis pas c'est qui, mais je me retire du processus décisionnel. Donc, je vais refuser d'exercer mon jugement, puis en plus, je vais essayer de préserver le vôtre. C'est pas toujours ça qui se passe. La plupart du temps, c'est je suis biaisé, c'est quelqu'un que je connais bien, il est super bon, mais en même temps, je vous laisse prendre votre décision. Bye. Là, déjà, t'as un petit peu influencé la prise de décision. Donc, c'est ça, Alexis, le conflit d'intérêts. Puis, si je me permets de mentionner les objectifs du module, tu vois qu'on en a fait un bout, là. Définir le conflit d'intérêts. Donc, pour toi, c'est ça. Est-ce que je suis capable de le définir? Si je te décris une situation, est-ce que je suis capable de reconnaître que c'est un conflit d'intérêts? Si moi, je suis dans une situation, est-ce que je suis capable de reconnaître que c'est un conflit d'intérêts? Puis encore une fois, là, c'est de faire le lien entre la situation puis la définition qu'on a vue. Puis ensuite, proposer des pistes de solutions de gestion. J'en ai listé quelques-unes, puis on va prendre le temps de les faire en classe demain. Sinon, ce serait tout pour ce podcast concernant le module 9. Merci Alexis d'être passé avec moi en studio. Est-ce que tu aimais ça? Ça a bien été? Ouais, c'était le fun. Mm-hmm. Merci de tes interactions, tes exemples que tu nous as donnés aussi. On salue Madame Pelosi au passage. Et à vous tous et toutes, merci, bravo aussi pour votre écoute. Bravo pour votre engagement dans le... Si vous écoutez ce podcast-là, sachez-le, vous êtes à peu près le quart écoute de façon régulière le podcast.
C'est pas obligatoire, vous le savez, mais en même temps, convaincu que vous faire répéter 2 fois la même chose le lundi au moment où vous le souhaitez, puis le mardi encore, là, ça peut aider au moins à la rétention de tout ça. On lâche pas non plus pour le TP2. Ça s'en vient. Les corrections pour l'examen de mi-session sont prêtes. Je vais probablement les publier cet après-midi. On est lundi, puis on lâche pas non plus l'examen final. Ça s'en vient. C'est dans quelques semaines. Allez, on lâche pas encore une fois. Si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. C'est tout. Excellente semaine. Allez, bye bye.